Mesdames, Messieurs, bienvenue une fois de plus dans votre émission Une autre approche. Une autre approche, c'est une émission qui reçoit pour vous les célébrités, les gens qui ont marqué l'histoire, non seulement de la République démocratique du Congo, mais partout dans le monde entier. Aujourd'hui, exceptionnellement, nous avons reçu pour vous une dame. Vous allez la découvrir. Madame, qui êtes-vous exactement? Je suis Madame Juliette Mouolé Mbambou. Beaucoup prononcent Mougolé en lingala ou en français, mais en ma langue natale, c'est Mouolé, qui signifie la reine. Je suis mariée, mère de 3 enfants, 2 petites filles et puis un petit garçon. Je suis assistante à l'UPEN en communication des organisations. Et donc, je suis communicologue. Et ça fait 12 ans que j'ai été au Parlement. J'ai fait 2 mandats au Parlement national de la RDC. Et je suis en 3e cycle de communication à l'UPEN. Et j'aimerais aussi souligner ici que je suis présidente d'un parti politique, l'Alliance congolaise de lutte contre la pauvreté. ACLP. ACLP en sigle, qui est un parti qui milite contre la pauvreté. Nous luttons contre la pauvreté sous toutes ses formes. Et je suis encore une présidente d'une ONG. Nous appelons sa fondation en RDC, la Fondation Mouolé, qui travaille dans la lutte contre les violences sexuelles et qui soutient dans toutes les formes possibles toutes les victimes des guerres en République démocratique du Congo. Et voilà en bref ce que je peux dire pour l'instant. Très bien. Merci madame. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Merci. Chers téléspectateurs, vous avez remarqué qu'aujourd'hui, nous sommes avec notre experte en communication. Elle est Juliette Mbambou Mouolé. Elle vient de se présenter. Madame, s'il vous plaît, nous voulons vous poser la 2e question. Et continuer avec une série de questions parce que pour nous, c'est une opportunité de vous avoir sur le plateau. Il y a beaucoup de gens qui ont entendu parler de vous et ils voudront vous découvrir, vous connaître. Alors, vous avez dit tout à l'heure que vous êtes mariée, vous avez des enfants, vous avez été députée pendant 12 ans. C'était de quelle année à quelle année? De 2006 à 2018, j'ai été députée au Parlement national de la République démocratique du Congo. Très bien. Vous êtes très jeune. J'imagine que faire 12 ans au Parlement, ça veut dire que vous avez commencé la politique très jeune. Ouais. Est-ce qu'on peut connaître un peu votre parcours? Voilà, j'ai postulé à l'âge de 26 ans et je suis passée députée nationale. Je me suis retrouvée la plus jeune de l'Assemblée nationale, effectivement, en 2006. Ok. Et c'est là que j'ai commencé ma carrière politique. Sinon, avant ça, je n'étais qu'une étudiante. J'ai étudié en communication des organisations. J'étais en première année de licence à l'IFASIC. Et avant ça, j'ai travaillé souvent avec la jeunesse dans des ONG, essayé de relever le niveau de la jeunesse congolaise. On travaillait avec cet esprit de vouloir toujours un jour devenir de grandes personnalités dans notre pays. D'où ça viendra, on ne le savait pas. Mais lorsqu'un jour, quelqu'un a parlé de la démocratie, quelqu'un a dit, voilà, il faut qu'on aille aux élections, je n'ai pas accepté de rater cette opportunité. Lorsque je dis quelqu'un, c'est qu'il y a eu un jeune président à l'âge de 29 ans. Moi, je crois qu'à l'époque, je n'avais que 20 quelques années et je me suis dit, j'en profite, j'ai postulé et j'ai été élue massivement en territoire de Lubero, au Nord Kivu, en République démocratique du Congo. Je me suis retrouvée la plus jeune, je le répète, et la femme la mieux élue de la République démocratique du Congo à l'époque. J'ai été élue avec 39 097 voix. Et voilà. Comment vous avez fait? Non, j'ai cru d'abord. C'est parce que c'est chez vous? C'est parce qu'on vous connaissait?
En croyant à votre innocence? J'ai d'abord cru Oui. au rêve qui était en moi. Ok. Et j'ai toujours pensé que devenir une grande personnalité pour aider son peuple, c'est un problème de talent, de dons. Lorsque Dieu donne des dons, vous les sentez à vous. Vous sentez que je suis capable de faire telle chose. Moi, j'ai senti dès ma jeunesse que je pouvais aider les gens qui souffraient. Je ne supportais pas voir la tristesse. Je ne supportais pas voir la misère. Je ne supportais pas voir la pauvreté. Je ne supportais pas laisser passer quelqu'un qui souffrait sans que je n'intervienne. C'était depuis mon jeune âge. Et lorsqu'il s'est agi des élections en 2006, je me suis dit, je ne peux pas rater cette opportunité. Je suis allée à Lubero, dans mon territoire d'origine, au Nord Kivu. Laissez-moi vous dire que la population m'a fait confiance. D'abord, à cause de mon âge. Très jeune. Oui, très jeune, de mon innocence et de cette bonté de cœur qu'ils ont remarqué en moi. Ils ont remarqué que je les aimais pour de vrai, que je n'étais pas hypocrite, que j'aimais vraiment la population. Ils l'ont remarqué. Et au second mandat, à la seconde législature, ils vous ont donné encore une autre chance. Oui, c'est parce que venant d'où je venais d'une famille modeste. Je me suis dit, non, je ne vais quand même pas chercher à m'enrichir avec mon salaire. Je vais faire en sorte que la population qui m'a élu me fasse confiance de nouveau. Je vais travailler pour qu'ils se rendent compte que je les aime vraiment du fond de mon cœur. J'ai travaillé avec la population. J'ai construit des écoles où les élèves, des gens dans le temps, ne payaient pas les frais scolaires. C'était gratuit? C'était gratuit. Jusqu'aujourd'hui? Jusqu'aujourd'hui, j'en ai deux qui, les étudiants, les élèves ne payent pas. Donc nous, la gratuité, on ne l'a pas commencé aujourd'hui. On l'a commencé il y a longtemps parce que c'est en nous. On voulait aider les gens qui souffraient. J'ai une école qu'on appelle le complexe scolaire Mouri à Kirumba et l'institut Mapendo à Butembo. J'ai travaillé avec la population. Comme mon peuple, c'est un peuple commerçant, j'ai aussi construit des marchés. Dans le territoire de Lubero, il pleut au moins 10 mois sur 12 mois de l'année. Okay. Alors, la plupart de la population est agriculteur et éleveur. Lorsque j'allais dans les grands marchés pour faire la sensibilisation en ce qui concerne la politique congolaise, le développement, je le faisais souvent au marché. Et à chaque fois qu'on le faisait, je me rendais compte que quand il pleuvait, tout le monde était à des bandades. Et ça m'avait interpellée. C'est ça qui m'a même poussé à construire 17 grands marchés dans le territoire de Lubero et un grand marché en ville de Butembo. Madame, oui. 17. Oui. Vous gagnez combien pour avoir 17 grands marchés? Au début, on a commencé avec très peu, mais je me suis rendu compte d'une chose, que ce n'est pas le montant, l'argent qu'on gagne, la hauteur de la somme qu'on gagne dans son salaire qui compte, mais c'est le cœur. J'ai seulement un cœur qui a vu la souffrance de la population du Nord Kivu, qu'avec le peu que je gagnais, j'ai pu faire ce que j'ai fait en territoire. Et aujourd'hui, si vous voyez le grand marché de Butembo, vous n'allez pas en revenir parce que celui-là, cette fois-ci, différemment de ceux de Lubero, celui-là m'a coûté autour de 120 000 $. Waouh, madame! Oui. Ça veut dire que le Parlement paye bien. En tout cas, le Parlement paye bien pour ceux qui ont un cœur pour la population. Okay. Si vous pensez que le Parlement paye bien pour que vous puissiez vous remplir les poches, c'est que vous n'avez pas compris pourquoi la population vous a envoyé là-bas. Très bien. Alors, vous avez fait un parcours élogieux en tant que présidente d'une fondation qui est d'une manière ou d'une autre soutenue aussi par la politique. Mais dites-nous, vous avez fait 12 ans au Parlement. Quelle a été votre innovation, votre participation, votre apport personnel en tant que parlementaire, en tant que député, en tant que cette jeune femme, jeune dame, qui a pu avoir la confiance de son petit coin ou de son grand coin. Et aujourd'hui, même si vous n'êtes plus au Parlement, quel a été votre bilan? Madame Martine, à la première législature, j'ai travaillé dans la commission Relations extérieures. Je crois que ce que j'ai pu gagner dans cette commission, c'est que j'ai créé beaucoup de contacts à l'extérieur de mon pays. J'ai fait un lobbying
sérieux par rapport à la guerre de l'Est. J'ai travaillé, j'ai marché par-ci par-là, aux États-Unis, en Russie, en Europe, en Asie, pour créer un lobbying contre la guerre de l'Est. Aujourd'hui, ça n'a pas encore porté le fruit, visible, palpable, mais je sais qu'il y a beaucoup de lobbyistes à l'extérieur qui m'ont connu attaquer une femme qui se bat contre la guerre de l'Est. Et il y a des collègues avec lesquels on a voyagé plusieurs fois qui ont vu ce que nous avons fait comme travail. Là, c'est à la première législature, à part le fait que je légiférais, et puis je faisais le contrôle parlementaire qui est mon travail. En la deuxième législature, j'ai réussi à être dans une commission, la commission PAJ, où jour pour jour, j'ai appris comment faire des lois, comment contrôler. Donc, le travail en commission, souvent, les gens ne le connaissent pas. La population ne connaît pas le travail en commission. Mais le travail en commission est même plus important que les plénières, parce qu'en commission, vous travaillez article par article, vous innovez, vous créez des nouvelles lois. Et aujourd'hui, laissez-moi vous dire que ça me fait un peu mal, que le fait que je n'ai pas été réélu pour la 3e fois, j'ai laissé une proposition de loi en suspens, mais j'ai la foi. Alors, vous avez eu l'opportunité, vous venez de dire tout à l'heure, vous avez évolué en tant que présidente d'une grande structure, qui est la Fondation Moulet, qui a en même temps aussi bénéficié des apports politiques. Et en cela, pendant 12 ans au Parlement, quel a été votre apport, votre contribution? Voilà, j'ai déjà dit le reste avant, mais je voulais dire que ça me fait un peu mal, je regrette du fait que le 3e mandat n'a pas été possible pour l'instant, mais nous avons initié une loi portant modification du programme scolaire congolais, où nous voulions que le programme proprement dit du système éducatif congolais soit transformé, soit vraiment modifié, du fait que l'enfant congolais, le jeune congolais n'est pas formé selon ce que le Congo attend de lui. Et voilà, j'appartiens à une famille politique, ça fait 12 ans, ce qui fait que lorsque j'ai fait la proposition de faire une loi portant modification du programme scolaire congolais, c'était à l'état du ministre Maker Mwango que nous avons rencontré pour que nous puissions travailler sur ces changements, pour que notre population, nos élèves, nos enfants, qui grandissent et qui sont éduqués aujourd'hui, puissent accéder à un programme qui est adapté à la situation de notre pays. Parce que nous nous sommes rendus compte que les enfants de notre pays connaissent plus l'extérieur du pays, l'Europe, l'Amérique et l'Asie, mais ne maîtrisent pas l'Afrique et la République démocratique du Congo en particulier. Voilà pourquoi est-ce que mon combat continue. Mon combat est celui d'aider aussi les enfants à pouvoir transformer leur manière de voir. Lorsque vous êtes sur une terre, vous habitez une terre comme la terre congolaise, qui est aussi riche et que vous demeurez pauvre, ce qui signifie que pendant un long moment, vous n'avez pas été formé par rapport à votre terre, à l'environnement qui est le vôtre. Ce qui implique qu'aujourd'hui, si dans la formation de nos enfants, nous ne touchons pas cette matière où les enfants doivent connaître leur pays, doivent maîtriser leur histoire, leur géographie, et comprendre pourquoi est-ce que vous êtes né en RDC, ce n'est pas un hasard, ce qui veut dire tout simplement que pendant mon séjour au Parlement, ça a toujours été ça, de vouloir aider le système éducatif à être transformé pour que nous puissions nous focaliser sur ce qui nous appartient, qui est la RDC. Parce que j'ai toujours pensé que le développement de l'Afrique passera d'abord par la République démocratique. Oui, on va arriver là, mais je voudrais que vous puissiez apporter une petite précision. Vous dites que c'est une loi que vous voudriez proposer. Oui, une proposition de loi que vous voulez apporter au niveau du Parlement pour que ça soit voté et adopté, évidemment promulgué par le président de la République, pour qu'il y ait cette modification, c'est-à-dire la modification du programme de l'éducation de nos enfants au niveau primaire, secondaire. Mais aujourd'hui, vous n'êtes plus au Parlement. Estimez-vous que votre vision doit s'arrêter là?
Est-ce qu'il n'y a pas une autre façon d'élever la voix pour faire connaître votre projet? Madame Martine, le fait que je ne sois plus au Parlement, ça ne veut rien dire. Ce qui compte, c'est la vision. Aujourd'hui, cette vision que j'ai toujours eue, d'apporter quelque chose dans ce domaine-là, reste en moi. Il y a beaucoup de parlementaires, il y a des députés qui sont au Parlement, qui n'entendent que ces soutiens-là, qui n'entendent que ces propositions-là. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que si ce n'est pas moi qui le fais, ça ne doit plus se faire. L'essentiel pour nous, pour la République démocratique du Congo, c'est qu'il y a une continuité. Ça veut dire que cette proposition de loi que j'aurais voulu faire pendant que j'étais là, ce n'est pas fini que je puisse aujourd'hui proposer à des amis qui sont de mon regroupement, qui sont de mon groupe le CC ou même des autres groupes, de pouvoir travailler sur la modification du programme scolaire congolais. Parce que dès lors que ce programme scolaire ne sera pas touché, pour que nous puissions créer, former des spécialistes, parce que la plupart d'élèves, même des étudiants au Congo, on a tendance à se rendre compte que nous formons des généralistes. Mais les spécialistes, on les forme dès le bas âge. Voilà pourquoi est-ce que ce n'est pas fini. Je suis une personne qui aime aboutir quelque part dans ce que je fais. Et donc, je crois qu'avec tous nos membres de la plateforme FCC, ce n'est pas impossible que je puisse ramener cette proposition de loi qui passera par les autres pourvu qu'on atteigne un résultat positif pour notre population. Certainement, vous venez de nous prendre en cours. Nous sommes aujourd'hui avec l'honorable parce qu'elle a été députée pendant 12 ans au sein de l'Assemblée nationale, honorable Mbambu Mohole Juliette, avec qui nous sommes en train de parcourir sa vie, sa vision, sa manière de faire. Alors, chers amis, je pense que vous ne serez pas déçus parce que c'est une femme vraiment exceptionnelle. Madame, vous êtes présidente de la Fondation Moulé, ok? Mais vous avez dit quelque chose qui a retenu mon attention, c'est que vous êtes présidente d'un parti politique dénommé Alliance congolaise de lutte contre la pauvreté. Comment c'est arrivé que vous ayez un parti politique, alors que quand vous étiez député à la première législature, vous n'aviez pas de parti, ou bien vous étiez dans un autre parti. Mais dites-nous, comment il vous est arrivé d'avoir l'idée de créer un parti politique propre à vous? Madame Martine, merci pour cette question. C'est en 2015 que j'ai créé mon parti politique. Et cela est venu du fait que lorsque je travaillais avec mon ONG, il y avait des questions qui n'étaient pas résolues par une ONG, qui devraient être résolues par un parti politique. Notre pays est un pays démocratique. Donc, qu'on le veuille ou pas, tôt ou tard, on aura toujours besoin d'une élection. Et pour les élections futures, il va falloir que notre vision soit portée par un parti politique. Parce que nous avons une vision. On n'a pas créé la CLP parce qu'on veut figurer parmi les gens qui créent des partis politiques. Nous avons créé la CLP parce que nous avons une vision pour notre pays. La vision que nous avons pour notre pays, c'est cette lutte. La lutte contre la pauvreté sous toutes ses formes. Et cela, je ne pouvais pas continuer à lutter au sein seulement de mon ONG, mais amener aussi ces personnes pour lesquelles je lutte dans une vision qui peuvent nous aider à conclure une alliance pour que demain, leur avenir soit meilleur. Et voilà ce qui m'a poussé à créer l'Alliance congolaise de lutte contre la pauvreté, la CLP, notre cher parti politique. Donc, dans votre façon de faire, par rapport à votre vision politique, c'est que vous êtes en train de lutter contre la pauvreté. Effectivement. Et quelles sont les actions que vous menez sur le terrain pour matérialiser votre vision? D'abord, j'aimerais parler de la toute première action qui est cette action de la sensibilisation, de la prise de conscience par le peuple congolais. Le peuple congolais doit se réveiller, pas sur le fait d'aller faire du boucan dans la rue, mais le peuple congolais doit se réveiller sur le fait que nous devons intérioriser la donne d'être congolais.
nous sommes Congolais, ce n'est pas pour rien, ce n'est pas un hasard. Se retrouver dans un pays où nous regorgeons 43% des richesses souterraines du monde entier, j'ai bien dit du monde entier, ce qui veut dire que le monde entier se partage 57% des richesses souterraines du monde. Ce qui veut dire, encore une fois, que la République démocratique du Congo n'est pas n'importe quel pays. Alors, se retrouver sur une terre aussi riche, avec une population aussi pauvre, c'est un contraste inadmissible. Voilà pourquoi moi, chaque jour, je travaille sur le fait que le peuple congolais puisse comprendre que nous sommes créés riches. En tant que Congolais, nous sommes déjà créés riches, mais le fait que nous demeurions dans la misère, dans la pauvreté, c'est un problème d'esprit, c'est un état d'esprit. Il faut qu'on réveille l'état d'esprit des Congolais. Il faut qu'on réveille le Congolais à comprendre d'appartenir à une terre aussi riche et demeurer misérable, pauvre, c'est un contraste inadmissible pour le peuple congolais. Et pour nous qui sommes devant, qui nous disons leaders, nous devons travailler jour pour jour, par nos visions, par nos manières de voir les choses, à changer cette situation qui fait mal au peuple congolais. Cette situation qui fait de nous un peuple minimisable par le fait que nous ne prenons pas conscience de ce que nous sommes réellement. Et voilà pourquoi est-ce que nous avons créé l'Alliance congolaise de lutte contre la pauvreté, pour qu'un jour, la population puisse dire « Nous avons eu des pionniers, nous avons eu des héros qui ont fait à ce que nous puissions aujourd'hui bénéficier de nos richesses. » Dites-nous, madame, quand vous parlez de la pauvreté, les concepts pauvreté, quelle est votre approche, quelle est votre lecture du concept pauvreté? Madame Martine, pour moi, la pauvreté, c'est ce fait-là de s'ignorer. Ce n'est pas lié à l'argent? Non, non. L'argent n'est qu'une conséquence. Mais la pauvreté et même la richesse sont tous les deux un état d'esprit. Lorsque vous grandissez sans être enseigné sur ce que vous êtes réellement, vous ne bénéficierez jamais de ce que vous êtes réellement. Qu'est-ce que vous êtes réellement? C'est cette personne riche, créée riche par Dieu lui-même, mais qui n'est pas conscient de sa richesse. La Bible elle-même dit « Mon peuple périt par manque de connaissances ». C'est ce manque de connaissances, c'est ce manque de réalisation de ce que nous sommes qui fait de nous, qui nous fait paraître comme un peuple pauvre. Mais à vrai dire, lorsque je parle de la sensibilisation, c'est d'aller toucher le plus profond du peuple congolais pour que les gens se réveillent, qu'ils se rendent compte que notre bonheur ne viendra pas de l'extérieur, mais notre bonheur viendra de nous-mêmes, de notre travail, de notre initiative, de notre prise de conscience de ce que nous sommes réellement. L'impact des ACLP, Alliance congolaise de lutte contre la pauvreté, qui est un parti politique sur la RDC, c'est à quel niveau? Madame Martine, nous n'avons pas gagné les élections pendant cette législature passée, mais nous avons une vision et nous avons eu des candidats partout dans la République. En fait, lorsque je dis partout, c'est plus ou moins, c'est que sur 26 provinces, nous avons eu des candidats dans notre parti politique, l'ACLP, dans 24 provinces. Nous avons eu 800 candidats sur toute l'étendue de la République. Ça veut dire 800 candidats, plus leur base, ça implique quelque chose de pas petit, mais de grand. C'est-à-dire que toute cette population qui est derrière nos candidats, qui n'ont pas gagné les élections, vu beaucoup des conditions qui se sont posées sur le terrain et dans la politique du Congo, nous sommes de ceux qui croient que notre vision, la lutte contre la pauvreté, est bien implantée. Parce que nous sommes passés partout là-bas pour sensibiliser. Nous continuons à le faire. À ce niveau-là, nous sommes en train de créer dans la population congolaise ce déclic. Nous sommes de stimuler la conscience congolaise à se prendre en charge, à comprendre que pour devenir riche, pour changer sa vie, ça ne dépend pas du fait qu'on doit obtenir un visa pour l'Europe, pour les États-Unis, mais ça dépend du fait que nous devons prendre là où travailler dans l'agriculture, dans l'élevage, dans le développement de notre pays. Chaque jour, nous devons nous réveiller et comprendre que le bien-être du peuple congolais dépend de nous-mêmes et pas de l'extérieur. Vous avez l'air d'une vraiment africaine.
Et vous êtes aussi africaine, hein? Je suis africaine, Madame Martine, je le suis avec beaucoup de fierté. Quelle est votre vision par rapport à l'Afrique? C'est un continent béni, grand, qui est la convoitise de tout le monde. Je ne vais pas citer un pays, mais nous faisons la convoitise de tout le monde entier, je peux dire de l'univers même. L'Afrique, nous sommes l'avenir du monde. Et il est temps de s'en rendre compte. Ceci est un message que j'aimerais adresser à la population africaine. Il est temps que nous puissions acquérir, conquérir notre indépendance économique, la vraie indépendance économique. Il est temps que l'Afrique se prenne en charge. Il n'y a rien qui nous manque. Nous ne manquons pas l'intelligence, nous ne manquons pas des ressources, nous ne manquons pas les ressources humaines pour que nous puissions nous retrouver chaque jour à la traîne des dirigeants du monde qui veulent nous montrer à chaque fois que sans eux, nous ne sommes rien. L'unique chose qui nous manque, c'est ce leadership. J'aimerais même l'avoir, leadership de pitié. Ayez pitié de votre voisin. Ayez pitié de l'autre, l'altruisme. Le fait de savoir que lorsqu'on vous amène au pouvoir, lorsqu'on vous élève dans n'importe quel poste, lorsqu'on vous amène à diriger, quel que soit le niveau où vous êtes dirigeant, tout ce que nous devons avoir comme vision, c'est d'améliorer la situation de l'autre, la situation de celui que tu diriges, pour que tu sois solidaire, qui va être un modèle et qui, à ta mort, tu pourras mourir en paix. Et tu pourras laisser une progéniture paisible, une progéniture de témoignages positifs. Il ne faut pas que chaque fois, le peuple congolais verra les enfants des dirigeants te disent « Allez-vous-en, disparaissez, parce que vos parents n'ont pas été à la hauteur. » Moi, je crois que ceci est un message à tous les dirigeants africains, qu'ils comprennent, qu'ils se réveillent que le néocolonialisme, c'est au fait ça qui a tué l'Afrique. Mais il n'est pas trop tard pour mieux faire. Et à nous, les dirigeants congolais, nous qui sommes au devant de la scène politique, j'aimerais aujourd'hui que nous nous rendions compte, que nous puissions nous regarder dans les yeux et nous dire entre nous que toute l'Afrique nous attend. L'Afrique attend le Congo. Et on a toujours dit que l'Afrique a même la forme du revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Ce qui veut dire que tout le monde attend que nous puissions appuyer sur la gâchette pour que l'Afrique... Madame, je suis vraiment désolée de vous faire remarquer que votre vision risquerait de ne pas marcher parce que quand vous appelez à la prise de conscience de l'Africain par rapport à sa situation, nous remarquons d'une manière générale que lorsque l'Africain s'élève ou voudrait s'élever pour prendre conscience de sa situation, il est tué. Nous avons beaucoup de cas. Nous avons les cas de Kadhafi, nous avons même les cas de Laurent Désiré Kabila qui a été tué parce qu'il a demandé à l'Africain de se réveiller. Il a demandé au peuple africain de marcher ensemble. Pensez-vous que votre voix sera comprise par les milliers des Africains qui vous écoutent aujourd'hui? Et d'ailleurs, l'actualité nous laisse savoir qu'aujourd'hui, l'Africain veut rester africain avec ce qui se passe aux États-Unis. Vous êtes au courant avec ce qui se passe à Paris, tout ça. Pensez-vous que votre voix sera entendue et que l'Africain va prendre conscience de sa situation? Madame Martine, la voix de tout le monde peut toujours porter, aujourd'hui ou demain. Je crois qu'aujourd'hui, ma voix semble ne pas beaucoup porter, semble beaucoup ne pas être entendue, parce que je ne suis pas un président de la République, parce que je ne suis pas peut-être Premier ministre, parce que je ne suis pas ceci ou cela, mais je sais qu'il y a un grand nombre qui m'écoute. Aujourd'hui, moi, je peux le dire en très basse voix, mais une seule personne qui m'attendra à le dire, peut-être pourra continuer la vision et le faire mieux que moi. Voilà pourquoi je dis que ce soit par la mort ou par la vie, nous devons continuer à nous battre. Même le Christ, pour sauver le monde, il a fallu qu'il meure.
Il a donné sa vie pour qu'il puisse sauver le monde. Vous voulez donner votre vie pour que l'Afrique soit sauvée? Madame Martine, si quelqu'un de mauvaise foi qui m'entend parler et qui se rend compte que ce qu'elle commence là est nuisible, il peut me tuer s'il veut partout. Je ne marche pas avec les militaires. Et même si je me promenais partout avec des militaires, Madame Martine, laisse-moi te dire que le jour qu'on veut vraiment t'abattre et que Dieu le permet, tu ne vas pas t'en sortir. Mais aujourd'hui, j'aimerais en profiter pendant que je suis vivante, de porter ma voix, d'apporter ma petite pierre sur ces grosses pierres ou ces autres petites pierres qui ont déjà été amenées par d'autres avant moi. Cette lutte d'africanisme, de panafricaniste qui a déjà commencé depuis longtemps, j'apporte ma voix pour montrer que chacun à son niveau peut sensibiliser, peut réveiller le peuple africain à se prendre en charge. L'indépendance économique, c'est la chose par laquelle l'Afrique tiendra sa tête haute. Mais en ce qui concerne la mort des héros qui nous ont précédés, Lumumba, Laurent Désiré Kabila, Kadhafi et tous les autres, j'aimerais juste dire qu'au moins, même Mandela, leur vie ici sur Terre a eu un sens, un vrai, et continue à avoir un sens. C'est ce qui fait que, aujourd'hui, s'il arrivait que toi tu meurs pour la RDC, que moi je meurs parce que j'ai voulu que nous puissions accéder à notre indépendance économique, ça ne servira que ceux qui viennent après nous, notre progéniture, nos enfants qui ont besoin de trouver un terrain déjà bien préparé. C'est une lutte qui ne doit pas s'arrêter maintenant. Nous ne sommes qu'au début d'ailleurs. Il y a seulement 60 ans. On n'a même pas encore atteint un siècle dans cette lutte. Il n'y a que 60 ans où les héros sont morts, les Kimba Vita, les dames de fer qui se sont battues pour la liberté de leur peuple. Et on cite aussi Mouhole Bambou Juliet. Mon souci, ce n'est pas qu'on me cite, Madame Martine. Mon souci, c'est que je puisse être entendue et comprise, et ce que j'ai comme vision puisse être mise en acte par ceux qui viennent avec moi dans ma vision, De loin ou de près. de loin ou de près, et même après ma mort. Super. Nous voulons savoir, madame, toujours dans votre présentation, vous avez dit que vous êtes chrétienne. Vous portez aussi notre grande vision. Je voulais qu'on puisse aborder un peu la parole spirituelle, politique, président d'une fondation. Et une autre vision, c'est amener une parole qui a une autre dimension. Qu'en est-il? Madame Martine, j'aimerais d'abord dire merci à mon Dieu qui a voulu que je puisse encore être vivante en ce jour. J'aimerais dire ici que il y a un grand écrivain dénommé Karl Marx qui a dit la religion, c'est quoi? C'est l'opium du peuple. Je crois qu'aujourd'hui, si tu dis ça à un chrétien, il va t'appeler athée. Mais j'aimerais le dire dans le sens que la religion est appelée opium du peuple par le fait que la parole de Dieu a été modifiée. Elle a été transformée par les colonialistes qui sont venus nous apprendre la version erronée de la Bible. Alors, moi, je suis de ceux qui pensent que tout le monde se réfugie toujours auprès d'un prêtre, auprès d'un pasteur, auprès d'un homme de Dieu, auprès des grands servants, des grandes servantes de Dieu, pour aller se déployer, pour aller dire ce qui ne marche pas dans sa vie. Mais lorsque vous vous rencontrez avec un serviteur de Dieu qui est mal orienté, qui a la parole erronée, qui a la connaissance erronée de la Bible, c'est fini, vous êtes perdu. Parce qu'il va vous amener dans sa vision, dans sa façon de voir les choses. La parole spirituelle, pourquoi la parole spirituelle? Parce que la Bible dit dans Jean 1 qu'au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole elle-même, c'est elle qui était Dieu. Donc c'est la parole qui est Dieu. Alors lorsque vous êtes mal enseigné, lorsque vous avez la mauvaise parole au commencement,
vous avez un Dieu erroné. Vous avez un Dieu qui n'est pas vrai, parce que c'est Dieu qui est la parole. Qui jauge les vrais et les faux dieux? Ce sont les Écritures, Madame Martine. Lorsque je dis les Écritures, je ne parle pas des Écritures chairs, je parle des Écritures esprit. Donc l'esprit qui est derrière chaque Écriture. La Bible s'explique d'elle-même. Il suffit de s'y concentrer et de chercher. Vous allez vous rendre compte que la plupart d'églises aujourd'hui ils sont en train de perdre les enfants de Dieu. Donc la perdition est plus dans l'église que dans le monde. Lorsque vous montrez à un enfant de Dieu que s'il n'a pas donné de l'argent, il ne sera pas béni, c'est que vous n'avez pas compris que vous êtes le malheur de cet enfant de Dieu qui est dans l'erreur. Si vous apprenez à un enfant de Dieu que la dîme et les offrandes ne sont que nécessairement de l'argent, vous avez amené à un enfant de Dieu la perdition. Pourquoi? Parce que la dîme et la Bible sont spirituelles. Lisez bien la Bible. Allez dans Deutéronome 14, 22. Allez dans beaucoup de versions de la Bible et vous trouverez que l'argent n'a jamais été à la base de la bénédiction. Aujourd'hui, le peuple de Dieu est perdu parce qu'il pense que c'est en donnant de l'argent qu'on sera béni, au lieu de se focaliser sur le travail, au lieu de focaliser sur la vraie parole spirituelle qui dit dans Jean 4, verset 23, l'heure vient, elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Qu'est-ce que signifie adorer en esprit, madame? Non, mais, madame, je sens que vous commencez à m'emballer aussi avec votre prédication. C'est une autre approche. Moi, je pense qu'on peut faire tout un numéro autour de la parole spirituelle, parce que je vous sens vraiment dedans. Vous êtes convaincu de ce que vous dites, mais le temps nous fait défaut. Hein, le temps nous fait défaut. Nous aurons une autre émission. Madame l'honorable Mbambomo, les Juliette, regardez votre caméra. Il y a des gens qui vous suivent. Il y a des gens qui vous regardent. Vous êtes un modèle pour beaucoup de filles. Vous avez eu la chance de réussir. En français, ou bien il y a un adage français qui dit « Aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre d'années ». Il y a celles-là qui sont aussi comme vous, qui voudront comprendre par quelle voie vous êtes passé pour être ce que vous êtes aujourd'hui. Alors, ils ont besoin juste d'un mot. Est-ce que vous pouvez leur parler? Ce qu'on appelle devenir grand, c'est vraiment entre guillemets, c'est juste un problème d'auto-prise en charge psychologique, morale, spirituelle et intellectuelle. Notre conscience doit se réveiller. Il faut que les gens arrêtent de penser que ce qu'ils doivent devenir demain dépend des autres. Ça dépend d'abord de nous. Qu'est-ce que vous vous dites de vous? L'autosuggestion. Qu'est-ce que vous dites que vous êtes? Si vous pensez que vous êtes pauvre, vous mourrez pauvre. Si vous pensez que vous êtes riche, vous le deviendrez. La richesse, ce n'est pas le fait d'avoir de l'argent, d'avoir des biens matériels. La richesse, avant toute chose, avant tout ce qui est visible, elle est d'abord intérieure. Elle est spirituelle. Ce qui implique le fait que lorsque nous mettons nos enfants au monde, commençons déjà à former nos enfants au fait qu'ils sont nés et créés riches par Dieu, notre Créateur à nous tous. Vous pouvez penser que pour devenir quelque chose, il vous faut peut-être commencer à travailler avec 1 000 $, avec 10 000 $, avec 1 million de dollars. Mais j'aimerais vous dire que non. Moi que vous voyez, à l'âge de 19 ans, lorsque j'ai eu mon diplôme d'État, j'ai commencé mon business, mon petit business. Je vendais du yaourt. Le yaourt, vous le connaissez. J'ai commencé avec un capital de 10 $. C'est avec ce capital de 10 $ que j'ai réussi, 2-3 ans plus tard, à économiser. J'ai réussi à économiser 3 000 $, à part les frais scolaires, les frais académiques, à part le loyer, à part tout ce qu'on avait comme vécu quotidien à la maison. Et c'est avec ces 3 000 $ que, après avoir eu cette idée d'aller postuler, je suis allé postuler. Et avec les 3 000 $,
que j'ai payé ma moto pour circuler dans tous les territoires de Lubero. C'est avec les 3 000 $ que je pouvais acheter de l'eau pour les mamans qui m'aidaient à faire la campagne. Et c'est avec ces 3 000 $ venant de 10 $ que j'ai réussi à encadrer ma base, à créer des écoles. C'est avec ces 10 $ qui sont devenus 3 000 $ que j'ai réussi à me retrouver aujourd'hui dans différents domaines de la vie. Le business. J'ai créé même une entreprise qui fait que, aujourd'hui, député ou pas député, je ne peux pas trop me plaindre du fait que j'ai travaillé. Et lorsque je vous parle du début 10 $ avec le yaourt, c'est que je ne restais pas à la maison pour vendre le yaourt. Je me baladais dans la ville de Kinshasa ici pour vendre des yaourts. Il y a même ceux qui savent, il y a des jeunes qui me connaissent, qui m'ont connu comme une vendeuse de yaourt. Yaourt, oyakobelela na mutu. Moi, j'ai fait ça dans cette ville à Kinshasa. J'avais 19 ans. Au lieu d'aller me prostituer, je me suis concentrée au fait que j'avais une richesse en moi. Et cela ne commence pas par 1 000 $. Ça a commencé par 10 $. Voilà pourquoi j'ai un manuscrit en cours. Je suis en train d'écrire sur les 10 $ de ma vie. Wow. Les 10 $ de ma vie. Et voilà pourquoi je vous encourage à ne pas vivre au-delà de vos moyens lorsque vous commencez quelque chose. Il faut vivre de manière modeste. Il faut vivre simplement pourvu que vous puissiez économiser pour que votre avenir soit meilleur. Maman, papa, jeune, elenge, yo zo sala business ya moke. Obangi na 50 $ to na 100 $. Mais aussi le téléphone à 200 $ na maboko. Au moins te que zo simbate. Tous à la modeste. Dans ma communauté, il y a une expression qui dit ceci: celui qui gaspille son argent, bien ses avoirs, donne un signe d'une courte vie. Lorsqu'on parle de la vie, on ne parle pas d'une vie physique, on parle d'une vie d'avenir. Ça veut dire que si tu es quelqu'un qui gaspille, qui ne sait pas économiser, qui ne sait pas épargner, ça veut dire que ta vie ne sera pas longue. Lorsqu'on parle de la longueur de la vie, ce qui veut dire que du bien-être. Ça veut tout simplement dire le bien-être. Le bien-être de ta propre vie est entre tes mains. Le bien-être de ta propre vie ne dépend pas de quelqu'un. Même s'il y a un bon président ou un mauvais président, si tu sais te rendre compte que ta vie, ton bonheur, ton bien-être est entre tes propres mains, tu te retrouveras coûte que coûte à un niveau supérieur que celui que tu étais aujourd'hui. Donc, arrêtons de condamner les autres. On n'encourage pas aux dirigeants de mal diriger, mais je vous encourage à tous, vous qui m'écoutez, à vous réveiller et à vous dire, je peux commencer très petit et devenir très grand. Et voilà. Madame, on peut s'élever s'il vous plaît? Oui. Voilà. Oui, on peut commencer petit, évoluer peu à peu et devenir grand plus tard. Madame, l'honorable Mbambo Moole, nous avions été très ravis de vous avoir sur notre plateau. Merci, vous avez été très riche et très libre. Merci. Lors de vos différents arguments. Merci. Merci. C'est moi qui vous remercie, Madame Martine. Merci beaucoup. Merci d'avoir suivi votre émission Une autre approche. Merci et à la prochaine.